Vous écoutez Tech Café, le rendez-vous hebdomadaire sur l'actu tech et ses enjeux de société. Nous sommes le 18 octobre 2022 et c'est l'épisode 293. Microsoft nous a fait la joie de dévoiler de nouvelles itérations de ses produits Surface et puis nous a dévoilé un petit peu sa feuille de route pour quelques-uns de ses services. On va vous expliquer tout ça. On va également parler un petit peu d'intelligence artificielle, mais également aussi, vous nous connaissez maintenant, de jeux vidéo. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste et je retrouve le chroniqueur en chef de Tech Café, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? M'écoute très bien, toujours la fidèle au poste. Eh bien très bien, merci beaucoup pour ta régularité. Merci aussi au passage à Jean-François qui fait partie des personnes qui sont venues rejoindre la page Patreon de Tech Café parce que vous le savez maintenant, Tech Café c'est dispo gratuitement. Mais vous pouvez nous soutenir en allant sur patreon.com/techcafé et découvrir un petit peu quelles sont les contreparties qui vous sont proposées en échange de votre participation financière, un petit peu à la hauteur de ce que vous voulez. Vous pouvez donner une somme pour chaque sortie d'épisode. Et vous pouvez suspendre ça à tout moment. Un des avantages principaux, je pense, c'est que vous vous garantissez l'écoute de Tech Café sans aucune pub. Ça peut être un argument, mais je pense que surtout l'argument principal, c'est de nous soutenir envers et contre tout et de continuer à nous faire enregistrer et diffuser Tech Café aussi longtemps que possible. Et puis je vous invite aussi à les déposer peut-être, si vous ne l'avez pas encore fait, des avis sur les apps de podcast. Vous savez qu'on adore ça. Il y a notamment Broutelune, j'adore, Lune, qui a dit très agréable, podcast très agréable à écouter, l'enthousiasme de Guillaume est contagieux, pratique pour se tenir au courant de l'actualité techno. C'est toujours pareil, comme vous dites pas quel est le Guillaume que vous désignez, du coup on prend tous les deux les retours que vous déposez, donc ça c'est chouette. Et puis il y a également eu un avis 5 étoiles de The Delicious K23, je le dis en anglais parce que ça me paraît plus approprié. Il dit tip top, un super contenu, merci. Effectivement, juste pour une petite bafouille, juste nous dire à quel point vous appréciez le podcast, c'est toujours un immense plaisir qu'on prend connaissance de vos évaluations, tout comme on prend un immense plaisir de vous retrouver sur le serveur Discord. Le lien est dans les notes de l'épisode. Avant d'aborder toutes les news, juste un mot, je pense que vraiment ça va aller très 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 vite, mais c'est toujours sympa de le relayer. Apple a dévoilé des nouveaux iPad, alors entrée de gamme, puisque c'est pas les iPad Air qui sont un petit peu plus puissants ni les iPad Pro, c'est pas non plus des iPads low cost. Comment ? Oui, c'est ça, je veux dire. Tu marques les nouveaux iPads, un mot sur le conducteur, donc un mot sur les nouveaux iPads. Est-ce que le mot c'est cher ? Alors, c'est pas. Je crois que franchement, ça change pas de prix, mais c'est pas diablement moins cher qu'avant finalement. Non, tu rigoles. Ah, c'est plus cher qu'avant, j'ai pas fait gaffe. Ouais, 589, c'est plus cher. Le nouvel iPad, c'est 200 € de plus. Alors, c'est vrai que, comment te dire, 589 il fait au lieu de 389. Et c'est le même prix que le Mini, non ? Et là, je suis un petit peu étonné parce que je veux dire, quand même, l'inflation, tout ça, je comprends, tu vois, mais enfin là, c'est plus de 50% d'inflation. C'est une putain d'inflation quand même. C'est 60 balles de moins qu'un iPad Mini qui était déjà très cher au passage. On vous laissera regarder. Et alors moi, ce qui m'interpelle beaucoup, alors tu as raison, il y a le prix effectivement. Tu as entièrement raison, il est plus cher pour un refresh qui, alors oui, le nouveau design on a eu l'habitude d'avoir sur l'iPad Air, sur l'iPad Pro, des couleurs. Bon, tout ça est très bien, ne justifie probablement pas l'augmentation de prix, pas plus que l'inflation dans ces proportions-là. Mais en plus, il y a un truc qui m'horripile, c'est que cet iPad continue à être compatible avec le Pencil 1, la première version, si je dis pas de bêtises. C'est vrai. Et ça, c'est une aberration. Je comprends pas qu'il n'y ait pas la possibilité de faire évoluer le produit au point de permettre d'avoir que le Pencil 2 qui, en plus, ce serait vachement plus simple pour eux d'arrêter de produire le Pencil 1. Et surtout, il y a une vraie différence. Il s'aimante sur le côté, il se recharge tout seul. C'est beaucoup plus pratique. Il n'y a pas à le brancher bêtement. Je comprends pas. Voilà, je comprends pas. En plus, il y a un petit détail qui est tout à fait rigolo avec ce nouvel iPad, c'est qu'il est plus Lightning, ça y est, il est USB-C, Ça y est, ils ont sauté le pas. Mais sauf que le stylet, lui, il est toujours Lightning. Ah oui. Ah non, c'est pas possible. Mais si, je te jure. Bon, alors donc surtout, n'achetez pas l'iPad d'entrée de gamme. Je pense vraiment. Ça, je sais pas, mais vous êtes prévenus, quoi. Au moins, vous saurez ce que vous achetez. Bon, il est
quand même aussi beaucoup plus cher, hein. L'iPad Air, il est à 789 €, donc c'est forcément plus cher que cet iPad entrée de gamme. L'iPad n'est pas un produit très accessible. Regardez du côté de l'Oka si vous voulez absolument un iPad, je pense. Et un petit mot aussi pour dire qu'ils ont sorti aussi le Magic Keyboard, c'est le Magic Keyboard Folio, donc qui est une nouvelle version de leur clavier qui fait cover et qui a un clavier détachable, etc., mais qui est lui aussi assez cher, je crois. J'ai plus le prix en tête, mais alors attends, je l'avais noté tout à l'heure et je voulais que ça aille vite cette histoire. 299 €. Donc voilà, sachez-le. Le clavier qui fait cover pour cet iPad 10e génération, avec un trackpad, un clavier. Alors il a les touches de fonction cette fois-ci, je crois, mais c'est 299 €. C'est pas mal. Extrêmement cher. Bon, voilà, le mot est dit. Et oui, t'as raison, le conducteur, c'était... Juste, je voulais toucher un mot des nouveaux iPads. Bon, le nouveau mot, c'est cher. T'as raison. Écoute, la transition sera facile à faire, du coup, parce que en face de ces iPads, il y a d'autres produits, j'allais dire presque encore heureux, et donc sans autre forme de procès, on va vous parler un petit peu des produits de Microsoft, parce que Microsoft a tenu 2 volets d'annonces, un autour des produits Surface et des annonces plutôt autour de ses services, à commencer donc par les Surface, des nouveaux Surface Laptop, des nouvelles Surface Pro, donc les tablettes, vous savez qu'avant il y avait les Surface Pro et les Surface Pro X, etc. Bon, ils ont simplifié un petit peu la gamme, et de nouveau Surface Studio, et tu as regardé ça de près, toi, Guillaume? Ben ouais, grosse semaine pour Microsoft, hein. C'était donc Surface Event et Ignite, oui c'est ça, Ignite 2022. Ouais. Donc le Surface Event, on a l'habitude, hein, c'est l'événement grand public, où ils présentent les nouveaux appareils, les services grand public, et Ignite, c'était l'événement tourné vers les nouveautés cloud pour les pros, Azure et tout ça. Et en ce qui concerne les Surface, on a eu droit à des mises à jour des ordinateurs, au sens large, hein, donc de Microsoft, les laptops, les tablettes et le studio aussi, hein, le seul desktop de la gamme qui se sent un petit peu tout seul. Et on n'a pas d'ailleurs de nouvelles de Volterra, ce petit mini PC sous ARM qui avait été présenté à la build aux abonnés absents. Et donc globalement, on a affaire à des mises à jour qui sont relativement lisses, hein, de ces surfaces. Les laptops ne changent que peu extérieurement, voire pas du tout. Toujours en 13 et 15 pouces, hein, ils ont de nouvelles couleurs, ils ont toujours aussi peu de ports. Un USB-C, un USB-A, c'est famélique, on dirait du Apple, hein, c'est pour dire. Ils ont mis à jour un Intel Core de 12e génération, et uniquement en Intel d'ailleurs. Et c'est troublant. Parce qu'une des bonnes surprises de l'an dernier, c'était justement un partenariat fructueux avec AMD, hein, ces Ryzen avaient fait très bonne impression, donc c'est un peu dommage. D'autant que on disposera pas de carte graphique dédiée, hein, ce sera tout sur les GPU XE d'Intel, et ça peut s'avérer un petit peu limité à un petit moment. Bon, je sais pas s'il y a un gros chèque là-dessous, je sais pas, en tout cas, on est encore dans le bon vieux couple Wintel, vous savez, Windows, Intel, le bon vieux couple historique. Alors bon, ces merveilles seront disponibles dès le 25 octobre. Hein. Ça débutera à 1 000 $ pour les 13 pouces et 1 300 $ pour les 15 pouces. Du côté des surfaces, on renomme le tout pour être un peu plus clair, sauf qu'au final, c'est peut-être encore plus confus finalement, parce que souvenez-vous, il existe 2 races de surfaces. Donc une avec les processeurs Intel et l'autre avec des processeurs ARM. Donc les Surface Pro 8 étaient en Intel et les Surface Pro X étaient en ARM, avec un processeur Qualcomm qui a été co-développé avec Microsoft. Or le X pouvant être peut-être interprété comme un 10, je sais pas, il est possible de penser que la X était plus puissante que la 8 et même la 9 finalement, la Pro 9. Bon, en tout cas, Microsoft a décidé de changer les noms pour clarifier tout ça, et donc il y a désormais la Surface Pro 9 et la Surface Pro 9 Wi-Fi 5G avec 5G, qui sont 2 tablettes qui se ressemblent à s'y méprendre, qui ont presque le même nom aussi d'ailleurs, alors qu'elles sont complètement différentes à l'intérieur. Donc voilà, bravo Microsoft, on dirait presque du Nvidia. Les deux sont de 13 pouces, écran 100 Hz, 2880 par 1900, même taille, même port, et pourtant, elles sont quand même assez différentes. La Pro 9 est un Intel de 12e génération, elle aussi, donc c'est un i5 1245U avec 2 cœurs performance mais 8 cœurs économiques, ce qui est relativement assez logique pour un truc comme ça. La Surface Pro 9 avec 5G, par contre, elle a la 5G, donc parce qu'elle est justement basée sur un Qualcomm SQ3, probablement, alors il n'y a pas vraiment beaucoup d'infos pour le moment, mais c'est probablement un truc qui ressemble à un Snapdragon 8C1 de génération 3, donc c'est un CPU 8 cœurs qui serait, selon Qualcomm, 85% meilleur au niveau CPU et 60% meilleur au niveau GPU que le Gen 2, qui était dans la Surface Pro X. Rappelons quand même que ces CPU ne sont pas compatibles entre eux et qu'au quotidien, la version ARM doit donc émuler les logiciels compilés pour Intel, ce qui peut quand même avoir beaucoup de conséquences, enfin plus de conséquences que ce que l'extrême similarité des produits peut laisser supposer.
Même si ça se passe bien dans beaucoup de cas, il peut y avoir des soucis de performance, de configuration, de compatibilité, qui peuvent tout de même encore surgir, donc c'est quand même mieux de le savoir avant d'acheter, je trouve. Surtout à 1300 dollars, pardon, ça c'est encore plus cher, non? Puis 1300 dollars, c'est quand même assez cher pour la version Intel, bon, qui est quand même encore, mais enfin, l'autre est à 1000 dollars pour la version Qualcomm, donc c'est cher aussi, hein. Attention, on parlait d'Apple, mais c'est pas donné non plus, les surfaces, hein. Le monde des surfaces, c'est pas du tout cadeau. D'autant que d'ailleurs, même à ce prix-là, on a donc 128 Go de SSD extensible à 8 Go de RAM, et 8 Go de RAM non extensible, ce qui est quand même regrettable, tout autant que le fait qu'aucune Surface Pro n'ait plus désormais de prise jack. Décidément, c'est dire aussi du Apple. Et évidemment, pour ce prix-là, comme d'habitude, aucun accessoire n'est inclus, et par accessoire, je veux dire le clavier, hein, tout simplement. Donc, on parle d'Apple, on critique Apple, mais Microsoft n'est pas non plus bon. Ah, c'est les fers de lance de leur gamme, hein, ces constructeurs-là. C'est vrai que l'argument de dire que les produits sont chers, bon, tient objectivement pour Apple, mais voilà, c'est ça. Il me semble aussi, peut-être pour être complet sur les Surface Pro 9, donc il y a la version Intel et la version ARM. Et la version ARM, sauf erreur, intègre des fonctionnalités que la Intel n'intègre pas. Je pense notamment à cette démonstration qui a été faite de filtration du bruit, qui est assez bluffante, si elle se vérifie. Je sais pas si tu veux en toucher un mot. Oui, absolument. Bah d'ailleurs, alors je vais juste finir sur le studio parce qu'en fait ça va aller assez vite. Hein. Donc, tu sais, voilà, il est beau le studio. Oui, il est beau, mais manifestement c'est pas l'enfant favori de Microsoft. On a tous ses enfants favoris, comme je disais la semaine dernière. Et ben son chouchou, c'est pas le Surface Studio à Microsoft parce que le Studio 2 a débarqué en 2018. Déjà, hein, c'était ce fameux, donc c'est le PC sur ce bras, là, vous savez, ces grosses charnières chromées terriblement sexy, qui soutiennent un immense et magnifique écran tactile de 28 pouces. C'est pour designer, pour illustrateur. C'est une machine pour pro, à un prix pro hein, de 4500 balles, donc voilà. C'était il y a 4 ans, et depuis, rien, aucune mise à jour matérielle, hein, et le pauvre studio, qui se trimballe toujours avec un corps de génération 7 quand même, donc Microsoft se décide à changer tout ça, mais comme à contre-cœur, la machine passe à un Core i7, donc 11370H, qui est une puce quadricœur. Donc c'est une Gen 11, donc c'est pas la dernière génération, la Gen 13 arrive hein, au passage, et il y a 4 cœurs sur une machine à 4300 €, sérieux, enfin dollars. Bon, heureusement il y a aussi il passe à une GeForce 3060, il y avait une GeForce 1060 avant, évidemment, ok, le gain de perf CPU et GPU sera important, mais enfin quand même, à ce prix-là, tu t'attendrais peut-être à voir du haut de gamme au niveau CPU comme au niveau GPU, il faut quand même pas déconner. L'unité centrale elle est toute petite, hein, c'est vrai, mais je veux dire, il y a des portables à 6 ou 8 cœurs maintenant, hein, ça manque pas. Donc c'est un petit peu étrange, on a un rafraîchissement de la gamme Surface comme ça, qui sont, voilà, globalement, évidemment, c'est des très belles machines, hein, évidemment. Mais c'est vrai que ça n'a quand même pas donné lieu, dans mon cas, à un débordement d'enthousiasme hystérique incontrôlable. Et effectivement, tu as raison, ce que j'ai trouvé le plus marrant, c'est la démo du NPU, donc de la Surface Pro, le Neural Processing Unit, qui est donc intégré dans les Qualcomm. Donc les Surface Pro avec 5G donc c'est un coprocesseur qui accélère les tâches d'inférence, hein, qui permet d'inclure des fonctions sympas comme la profondeur de champ, le zoom IA, donc la super résolution, le suivi du visage, et c'est vrai que peut-être le plus impressionnant, t'as raison, c'est la suppression du bruit de fond. Le gars avait un sèche-cheveux, voilà, il se séchait les cheveux, on n'entendait rien du tout, on n'entendait que sa voix. Alors évidemment, toutes ces fonctions sont bien connues sur téléphone ou sur des logiciels comme RTX Voice par exemple de Nvidia. Le NPU, tout ça, rend tout ça quasi gratuit en termes de consommation et d'occupation CPU quand même. Et ça permet de le retrouver sur un PC tout petit, intégré à Windows 11 déjà, et intégré, voilà, minuscule, absolument, c'est des trucs avec un facteur de forme extrêmement fin. Donc c'est ce qu'ils appellent les Windows Studio Effects. Pour le moment, j'ai l'impression que c'est exclusif au CPU Qualcomm. C'est un plus indéniable, même s'il est probablement possible de faire exactement pareil sur les Surface Pro 9 d'Intel, mais ça occuperait le GPU, ça serait probablement plus coûteux en termes énergétiques. Donc le Studio Effect serait donc pour le moment une valeur ajoutée nette des CPU ARM, en plus de la 5G. Et du coup, ça devient intéressant parce que Intel reste devant en termes de performance brute, hein, avec ses Core i12, je crois, Core i7 de 12e génération, là, dans ce cas-là, ils sont améliorés, tu vois, ils se sont améliorés, question consommation, avec l'architecture hybride, comme ça, c'est un petit peu mieux. Mais là, on voit qu'il y a aussi une bataille sur le plan fonctionnel qui pourrait se jouer. Tu vois, ils proposent pas de 5G, ils proposent pas de NPU encore, et du coup, c'est assez intéressant de voir qu'il y a quand même plusieurs raisons aussi, quand même, éventuellement, de préférer des CPU ARM.
Et donc, il faut qu'Intel, à mon avis, se bouge un petit peu. Ouais, c'est intéressant parce que pendant longtemps, quand tu pensais ARM, tu pensais, peut-être mobilité et pas autant dans l'inconscient collectif, hein, pas autant de performance et de services qu'avec des processeurs plus classiques, entre guillemets, plus classiques. Mais du coup, c'est marrant de voir que ça a bien changé. Voilà, ça a bien changé. Avec Apple en particulier, ça a bien changé. Trop bien. Écoute, parfait. Et au passage, j'ai essayé de regarder parce que je n'ai pas réussi à trouver l'info. Peut-être que tu l'as en tête, mais si ce fameux Surface Studio, donc 2+, ils ont l'honnêteté de ne pas l'appeler le Studio 3, mais juste 2+, à $4,300, intègre dans ce prix le stylet, le petit clavier qui va bien. J'ose espérer que oui, mais je suis même par pas les sûr. temps qui courent, je suis même pas certain. Je suis même pas sûr. Il y a un petit produit aussi de Microsoft que tu as vu passer, et alors je l'avais complètement manqué de mon côté, c'est parce que tu l'avais mis dans les notes de l'épisode que je l'ai identifié. C'est un petit dock. Alors, je dois dire que j'ai à la fois découvert ce dock Microsoft, mais j'ai découvert aussi cette gamme de produits des docks que tu peux installer devant ton PC pour faire à la fois enceinte, mais aussi, du coup, hub pour brancher des trucs. Enfin, je suis curieux de savoir ce que t'en as pensé. Alors, c'est pas donné, hein, aussi au passage, mais bon. Bon, encore, c'est un peu différent parce que bon, enfin, disons, c'est un dock qui fait aussi haut-parleur. Donc, en fait, haut-parleur d'ailleurs. A priori, ça a l'air d'être un bon haut-parleur. Donc, du coup, $250, ça s'apprécie aussi à la qualité du son qu'il fournit. Et bon, c'est dispo le 25 octobre. Il y a des ports donc USB-C, USB-A, un HDMI. Il y a quelques boutons sur le volume, pour le volume, le micro. Évidemment, un bouton Teams, bien entendu, puisque comme il y a un micro, c'est aussi prévu pour qu'il puisse l'utiliser pour la visio, etc. Donc, cet audio dock, c'est quand même aussi une barre de son, c'est relativement compact, hein, ça fait une vingtaine de centimètres de large, un peu moins d'1 kilo. Ça peut envoyer du 90 décibels, hein, si tu veux. Donc voilà, il y a des microphones. Donc à la limite, je sais pas exactement si c'est cher ou pas, parce qu'il faudrait voir à quel point c'est un bon son, etc. Mais ça pourrait rester plutôt convenable. Après, il n'y a pas énormément de docks, hein, il y a d'autres docks, enfin il n'y a pas énormément de ports, il y a d'autres docks qui ont plus de ports que ça. Mais bon, c'est quand même marrant qu'ils présentent ça, alors surtout qu'ils ont aussi présenté des petites nouveautés de Windows 11. Et en partie, la plus marquante, c'est l'intégration avec Apple TV, Apple Music. Et aussi iCloud, iCloud Photo, sur Windows et Xbox. Il y avait déjà Apple Music sur Xbox, et cette fois, voilà, il y aura iCloud Photo aussi qui arrive, donc c'est quand même sympa. Et du coup, voilà, ça vient avec ce dock. Il y a eu aussi d'autres petites nouveautés Windows 11, enfin, petites nouveautés, ça peut être très utile, hein. Il y a un système de sous-titrage global, comme le fait un peu Google, hein. Tout le contenu sonore lu sur le PC peut être transcrit en texte. Et puis il y a aussi des voix plus naturelles pour la synthèse vocale, voilà, donc c'est quand même assez sympa. Et ce dock, moi j'imagine bien que dans un environnement professionnel, alors pour des bureaux fermés, parce que j'imagine que ça a quand même moins d'intérêt pour les open space, mais tu vois, pour les bureaux individuels, quand t'as vraiment besoin de faire des conférences, ça peut être très pratique, je me dis. Et puis du coup tu peux te contenter d'appareils qui n'ont pas beaucoup de ports, parce que t'as le dock qui te permet de brancher tout ce que tu veux. C'est un petit peu l'idée. Donc oui, c'est un peu l'idée. Après, mais c'est vrai que c'est un peu la saison des amours. On parlait récemment du partenariat avec Meta, donc de Microsoft avec Meta. Et là, Microsoft annonce des applis à venir pour Apple, collaboration avec Apple, et à Ignite, Cisco aussi voulait intégrer Teams à ses appareils. Début 2023, donc le matos visio de Cisco deviendra certifié Teams aussi. Ouais, et puis il y a beaucoup d'appels VoIP qui passaient par des services Cisco. Je sais pas si du coup ça va pas intégrer encore plus nativement Teams. Bon, écoute, ça suit sa logique. Concernant les services Apple, reconnaissons que c'est pas forcément une innovation de Microsoft. Je pense qu'ils auraient été très contents d'avoir plein de services Apple depuis longtemps arrivés. C'est plutôt, j'ai l'impression, une volonté d'Apple d'ouvrir les services un peu plus largement. Probablement, c'est une méthode pour eux d'arriver à gagner de nouveaux utilisateurs et de nouvelles parts de marché. S'ils veulent continuer à se développer, il va falloir qu'ils continuent à proposer leurs services un peu partout. Et c'est très cool d'avoir cette intégration photo dans nativement l'application donc de iCloud Photo dans l'application photo de Windows, je trouve. Tu sais, je pense qu'il y a peut-être beaucoup de personnes qui apprécient l'iPhone, qui apprécient les prises de vue qu'ils font avec et qui aiment aussi l'app photo, voilà, sur leur iPhone, qui est plutôt cool. Je pense que ça peut être une petite gêne de pas retrouver ça sur ton PC Windows. Écoute, si tu le retrouves, franchement, c'est plutôt chouette. Mais oui. On continue avec Ignite, Guillaume, parce qu'ils ont annoncé des choses aussi pour les développeurs.
Oui, alors je vais être très honnête, les news Ignite sont pas très sexy. C'est des nouveautés pour ceux qui utilisent les services cloud Azure et donc pas vraiment, mais voire vraiment pas le grand public. Il y a des nouveautés du côté de la plateforme d'automatisation Power, par exemple. Il y a c'est vrai, j'ai pas suivi ça. Des annonces pour les devs, oui, t'as raison, bien sûr. Donc, il y a Visual Studio 2022, il y a l'arrivée des applications de Teams, du coup, et puis les DevBox, donc ces machines virtuelles clés en main pour programmeurs. Donc en gros, tu te connectes à un bureau distant, sur bureau distant, t'as Visual Studio tout installé, tout fonctionnel. Voilà, ça passe en avant-première, donc désormais. Microsoft crée un programme d'aide au recrutement, même, pour connecter les jeunes diplômés avec des partenaires Microsoft, tout ça via LinkedIn. Il y a des formations complémentaires par Microsoft Learn, donc voilà, tout Microsoft. Voilà, je vous avais dit, c'est pas la grosse déconne à Ignite, mais on a peut-être vu aussi par erreur, et dans un éclair fugace, un écran de Windows 12. Alors, pas de quoi s'enflammer par combustion spontanée non plus. On y voit une interface légèrement remaniée, avec un champ de recherche en haut au milieu, une zone très téléphone avec le réseau, la batterie et la date en haut à droite, la météo en haut à gauche. Est-ce que c'est vraiment les prémices de 12 ou juste un proto interne? On ne sait pas. Bon, on verra. Après, ils ont annoncé aussi diverses nouveautés questions sécurité, comme Defender for Cloud, une version de son antivirus, mais pour les applications cloud natives, l'application cloud. Et d'ailleurs, conjointement aussi Microsoft 365 Defender. Et oui, ceux qui ne se sont pas encore endormis auront peut-être dressé l'oreille, d'ailleurs, Microsoft 365. Et ben oui, Office, c'est fini, enfin ça va finir. Microsoft 365 va avoir un nouveau logo. Donc Office va dégager, il y a un nouveau logo pour tout ça. Le nouveau logo, c'est une sorte de truc qui ressemble quand même pas mal au pictogramme du recyclage, tu sais, le triangle avec des flèches. Oui. T'as remarqué aussi, non? Non, là, c'est un peu la même idée, c'est un hexagone en ruban de Möbius, qui symbolise la réunion de toutes les applis traditionnellement associées à Office, donc Word, Excel, Outlook, mais aussi Teams, OneDrive, Defender, tout passe au pavillon Microsoft 365. Office va tirer sa révérence petit à petit, et donc on avait déjà d'ailleurs Windows Defender qui devient Microsoft Defender. L'idée, c'est d'unifier les noms pour les produits clients et les produits Azure. Quand je dis clients, c'est-à-dire locaux, quoi. Microsoft se concentre de plus en plus vers le cloud. Panos Panay disait d'ailleurs il n'y a pas 6 mois qu'ils étaient encore qu'au début de l'intégration Microsoft et Windows, enfin Microsoft Cloud et Windows. Donc Windows 11 d'ailleurs intègre des infos sur ta souscription Microsoft 365. Bientôt il incorporera aussi les infos de ta carte bleue d'ailleurs, ça ira plus vite. Et on pense aussi à Windows 365 bien sûr, le Windows as a Service. C'est un bureau dans le cloud. C'est ce qui a été promu. En fait, c'est ce qui a été montré avec la solution de Meta. C'est le bureau en réalité augmentée, c'est ça. Ça concerne surtout les pros pour le moment. Mais bon, qui sait si un jour il n'y aura pas une offre Windows 365 Home Edition avec un abonnement, parce que le cloud, évidemment, ça rapporte quand même beaucoup. Les souscriptions, c'est génial. Les revenus récurrents, il n'y a que ça de vrai, on adore, tout le monde adore. Et quand Office 2019 est sorti, il faut se souvenir quand même que Microsoft en a presque fait de la contre-pub. On le sort, mais s'il vous plaît, l'achetez pas. Ils insistaient sur le fait qu'il était figé dans le temps, alors que Office 365, lui, était perpétuellement à jour, que c'était la vraie version, etc. Donc, certains imaginent même déjà qu'à moyen terme, Windows pourrait passer totalement au cloud. Est-ce que ce sera l'environnement du bureau Linux, du coup, par forfait, tu vois, c'est hautement spéculatif, mais c'est vrai que la question n'est pas si absurde, finalement. Il y aura un Windows 12, c'est quasi certain, ça va, mais est-ce qu'il y aura un Windows 13, est-ce qu'il y aura un Windows 14 ? Va savoir. Ouais, c'est un article de Register que tu as mis dans les notes de l'épisode qui est assez intéressant à lire. Il est assez rigolo, évidemment. Il joue un peu avec les interprétations. Oui. Mais effectivement, la conclusion de cet article, c'est de dire que si jamais Windows devient un service qui est massivement consommé à travers du streaming et sur le cloud, oui, Linux va devenir le système d'exploitation par essence du PC parce que il va rester en dur, lui, de son côté. Ça, c'est une certitude. J'ai l'impression que ça prend une direction qui est pas forcément susceptible de t'enthousiasmer, Guillaume, quand on relève la carte bleue intégrée à l'OS comme ça un peu plus facilement, quand on relève l'abonnement, quand on voit cette disparition de l'installation en solide comme ça. Ça fait plaisir à qui ? Ça fait plaisir à qui de devoir absolument souscrire un abonnement après, attention, là on est vraiment dans la spéculation pure. Mais disons, si on extrapole vraiment beaucoup ces orientations, des fois on peut se demander qu'à long terme, on va dire.
Bon, allez, c'est un mouvement doux, lent plutôt et progressif qu'on vous décrit. C'est pas une bascule qui va avoir lieu demain. Par contre, il y a une bascule qu'on s'est pris en pleine poire et on se complaît à le répéter dans tous les épisodes de Tech Café, je pense maintenant. C'est la mise à disposition auprès du plus grand nombre des intelligences artificielles génératives, donc génératives notamment évidemment d'images, et disponibles partout, au point que justement Microsoft l'intègre comme une feature maintenant, comme une fonctionnalité. Bah oui, parce que quand même, plus que les rafraîchissements qui sont quand même un peu attendus à des machines, le truc le plus marquant peut-être du Surface Event, en tout cas pour moi, c'était l'intégration de DALL-E 2 dans Edge, Bing et Office via Microsoft Designer. Donc comme ils le décrivent eux-mêmes, Designer, ça marche un peu comme une recherche d'images Google en fait, sauf que les images en question n'existent pas, en tout cas pas encore. Donc Designer, c'est un assistant graphique qui commence par vous demander ce que vous voulez, vous l'écrivez tout simplement, très sommairement même au début, et il génère des images qui pourraient convenir, et ensuite tu peux les retoucher petit à petit, rajouter des logos, les recadrer, voilà, tout ça. Et Designer va commencer en tant que web app gratuite en avant-première, et ce sera bien ensuite intégré en option payante, donc il y aura des options payantes dans Microsoft 365. Mais Edge aussi va utiliser ces technos pour te permettre en fait de poster par exemple des magnifiques images artificielles sur les réseaux sociaux. En tous les cas, à côté de la recherche d'images traditionnelles, tu auras cette génération d'images qui sera à peu près aussi simple en fait. Alors pour le moment, c'est encore un petit peu une sorte d'expérimentation, ils vont voir le feedback, comment les gens l'utilisent. Mais enfin, ça y est quoi, tu vois. Et c'est fou, le premier DALL-E est né en janvier 2021. La deuxième version date d'avril 2022. Cet été, les algos se sont ouverts à l'usage grand public et ça a un peu explosé. Aujourd'hui, octobre 2022, ça devient mainstream au point que Microsoft veut en faire un produit comme produit Office. Donc les considérations éthiques, pourtant, sont pas vraiment résolues. Les soucis des droits d'auteur, tout ça, bon, c'est un peu balayé, il faut dire, j'ai l'impression, par ce qui, comme dit Microsoft, la New Wave of Computing. C'est carrément une tsunami, en fait. L'engouement autour de ces nouveaux outils est tel que finalement, il emporte absolument tout. Pourtant, on n'a pas fini de découvrir ce qu'implique d'avoir des algorithmes aussi puissants et aussi accessibles à tous. Ouais, justement, on va continuer à parler d'intelligence artificielle avec une rubrique dédiée. Décidément, je ne sais pas quelle va être la prochaine étape à laquelle on va assister et qui va nous permettre de confirmer une fois de plus à quel point c'est une direction très forte qui se prend dans la génération d'images, l'intelligence artificielle. Mais je suis sûr que la semaine prochaine, il y aura un nouveau truc qui sera arrivé. De toute façon, il en arrive toutes les semaines. Justement, donc effectivement, changeons de rubrique et parlons un peu d'intelligence artificielle avec un vol assez cocasse, en fait qui fait sourire, mais qui fait pas sourire longtemps quand on l'extrapole un petit peu, c'est un petit peu comme d'habitude, parce que un artiste était en train de préparer une image et patatras, et il s'est avéré qu'il était peut-être en train de violer son propre droit d'auteur. Bon, ma conclusion est un peu hâtive, mais raconte-nous tout ça, Guillaume. Ouais, c'est un peu compliqué. Alors, on parlait d'œuvres d'art de droit d'auteur, effectivement, et une illustration qui anecdotique au premier abord, mais qui illustre finalement assez bien le problème. C'est la mésaventure d'AT. Donc AT, c'est un illustrateur coréen qui streamait sur Twitch la création d'un portrait fort joli d'une héroïne de Genshin Impact, alors que son œuvre est à peu près aux 3/4 terminée. Et il y a quelqu'un d'autre qui la poste, tout fini, sur Twitter. Apparemment, le gars s'appelle Moussaïch, de son pseudo, a utilisé une IA pour finir le dessin, et donc évidemment il est allé beaucoup plus vite, et il l'a posté avant l'artiste. Et il a eu l'outrecuidance spectaculaire quand même de demander à être crédité pour l'œuvre. Ouais, je l'ai terminé avant, c'est toi qui me dois de crédit. C'est ça, en attaquant AT, l'artiste original. Donc on est à un niveau de what the fuck assez rare, et un artiste peut être accusé de vol par quelqu'un qui finit son œuvre avant lui avec un logiciel. Donc c'est quand même assez fort. Mais ça a fait réagir pas mal, et plusieurs autres artistes ont déjà prévenu qu'ils allaient arrêter de streamer leur travail, carrément. Ouais. Donc ça paraît anecdotique, mais ça l'est pas. Parce que les fonctions d'in-painting, qui continuent en fait, qui comblent les trous, donc qui continuent les œuvres exactement de manière cohérente et dans le même style, ou des variations sur des images données, tout ça c'est très courant. Vous pouvez installer un logiciel sur votre PC, pour peu que vous ayez une carte graphique un peu costaud, vous pouvez le faire en local sur votre PC, en téléchargeant, 4 ou 5 gigaoctets de logiciel. C'est vraiment pas grand chose. Et le voleur, en plus, dans ce cas-là, ce qui est assez marrant, c'est qu'il a réutilisé un truc qui s'appelle Novel AI. Novel AI, comme son nom l'indique, en fait, au départ, c'était un truc qui manipule que du texte. Ça utilisait GPT-3 pour aider à écrire des romans, voire écrire à ta place ton roman. Donc, depuis début octobre, il inclut aussi un service de génération d'images pour illustrer les récits, en fait.
Et il est particulièrement doué pour la génération d'images manga. Donc soit avec des prompts, soit en faisant un dessin complètement pourrave, tu sais, mais pour dire à peu près ce que tu veux, et après lui il en fait une belle image manga. Il y a des exemples d'ailleurs, donc ces exemples c'est que des portraits de filles très très mignonnes, qui illustrent très bien la puissance du logiciel en tant que waifu generator, mais aussi du coup en tant que, par exemple, light novel generator. Je veux dire, light novel, c'est des romans pour, disons, pour ados, pour jeunes, adultes, avec un style assez fluide, assez simple, et avec beaucoup d'illustrations. Et c'est vrai qu'entre tout, le site pourrait, générer 80% de light novel, quoi, donc c'est quand même assez fort. Et on avait parlé d'ailleurs des comics générés par des IA, et si vous pourrez aller revoir le site qui s'appelle aicomics.co, il s'est bien étoffé en fait depuis la dernière fois, hein, et il aide aussi à la création et à la publication de BD, qui est illustré par Midjourney, avec tout un déroulé voilà, il y a des services, il y a des tutos, etc. Donc des outils surpuissants qu'on peut utiliser de manière plus ou moins pertinente du coup. Il faut que vous alliez cliquer sur le lien qui décrit un petit peu cette affaire d'œuvres volées, parce que on voit aussi une différence entre l'image qui a été générée par intelligence artificielle sur la base de ce qui avait été déjà dessiné et l'autre œuvre qui est finalisée. En toute objectivité, l'œuvre qui est finalisée par l'artiste est plus jolie et aussi plus cohérente, parce qu'il y a des artefacts visuels sur celle qui a été générée par intelligence artificielle qui est un peu bizarre, mais c'est des histoires de réglage. Ne nous leurrons pas en disant « Ah, tu vois, c'est bien la preuve que l'intelligence artificielle fera pas aussi bien que l'artiste. » Non, je pense que c'est une histoire de réglage, une histoire de choix, une histoire de travail qui est fait sur la génération des images, et il est tout à fait possible demain d'arriver à avoir des résultats plus convaincants, plus esthétiques, mieux finis, plus proches de l'original, et avec plus de cohérence. Donc ça fait très peur, et comme ça va très vite, forcément ça va vous faire peur de plus en plus vite. Nouveau cas d'usage aussi, Guillaume, du coup, il y avait à l'époque l'arrivée, tu sais, de la calculatrice à l'école, où on disait « Ah, mais enfin, les enfants ne sauront plus calculer puisqu'il y a la calculatrice. » Bon, et là, on va avoir une vraie étape en plus, on va carrément avoir des intelligences artificielles là aussi pour les devoirs, hein, Guillaume. Et qui ne l'avait pas vu arriver. En tout cas, quel lycéen, au courant de la tendance, qui écoute tes cafés par exemple, n'a pas rêvé. Faire ses devoirs par son ordinateur. Avec un algo, t'écrives ton résumé de texte, ta dissertation sur les origines de l'existentialisme, ou son devoir d'histoire géo sur la révolution de 1917, voilà, il y a des élèves américains qui vivent ce rêve, ils s'échangent des tuyaux sur Reddit, et ça marche bien. GPT-3 fait leur devoir de chimie, et ça leur vaut un A. Évidemment, les élèves que Vice a contactés sur Reddit disent qu'ils s'en servent pour gagner du temps sur des devoirs fastidieux qu'ils peuvent consacrer à des sujets donc plus intéressants, voilà, bien entendu. Un d'entre eux voit sa capacité à accélérer ses devoirs comme un talent en soi. Oui, bon, alors, c'est vrai que tous les devoirs ne se valent peut-être pas toujours en termes de qualité et d'utilité, je dis pas. Disons que c'est vrai que la pente de faire ses devoirs par un programme doit être à 45 degrés et couverte de vaseline, hein. Donc, outre le problème pédagogique évident, hein, quand même, il y a aussi l'injustice terrible vis-à-vis de ceux qui ont fait le devoir à la main, qui ont fait des efforts et qui peuvent très bien se braquer un C, tu vois. Donc, l'argument du « t'avais qu'à être plus malin », il est quand même particulièrement dégueulasse, d'autant qu'il faut avoir accès à la fois du matériel, aux algorithmes, ce qui est pas si facile, ce qui est souvent complexe, ce qui est parfois payant d'ailleurs, hein, pour avoir accès à suffisamment de puissance de calcul, ou des machines relativement puissantes, en tout cas pour des formats longs, donc finalement ça devient encore une source d'inégalité. Au moins ceux qui ont fait des efforts ont une chance d'avoir appris quelque chose. Bon, on peut toujours espérer ça. Mais enfin bon, c'est pas brillant déjà tout ça, mais il y a pire. Parce que puisqu'un programme peut pisser du devoir, pourquoi pas le proposer comme un service payant bien sûr. Il y a un petit malin qui révèle, bien sûr, qu'il écrit, il révèle même pas qu'il écrit pas lui-même le texte, hein, mais il se vante d'avoir déjà fait $100 comme ça, en faisant payer des devoirs qu'il fait faire par un algorithme. Et en plus, c'est pas stricto sensu du plagiat. Parce que c'est pas un copier-coller, c'est même pas le texte, c'est pas le même texte que dans un bouquin, tu vois. Et les outils capables d'ailleurs de détecter ces fraudes sont impuissants face aux IA génératives. J'allais te poser la question justement, c'est est-ce qu'on a des indicateurs qui nous permettraient de mesurer la probabilité qu'un texte soit généré par une IA, et tu me confirmes qu'à ce stade c'est compliqué. Autant les outils anti-plagiat, bon il y en a, ils ont leur fiabilité qui est quand même relative mais réelle. Là pour les contenus générés par IA c'est compliqué j'imagine. Alors, si tu fais une analyse statistique fine de la probabilité des mots qui se suivent et que tu connais le modèle qui est susceptible d'avoir généré ça, ça peut donner une idée. C'est trop proche de la probabilité d'enchaînement des mots du modèle, quoi.
C'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire, en gros, tu prends le modèle et tu lui donnes le prompt, mais après, il faut retrouver le prompt. Mais disons que globalement, effectivement, tu peux avoir des indices, mais c'est quand même complexe. Il faut connaître le modèle, tu vois, parce qu'il faut savoir quels sont ses poids, comment est-ce qu'il est gaulé. Bon, c'est très compliqué. Disons que pour le moment, c'est quasi impossible virtuellement de détecter cette nouvelle forme de triche. Bon. Ça reste un champ actif de recherche, mais enfin bon. Pour le moment, ce qui sauve un petit peu les profs français, on va dire, c'est que c'est un phénomène qui est plus anglo-saxon, parce que les modèles de langage, pour l'instant, sont quand même plus doués dans la langue de Taylor Swift que dans celle de Molière. Mais ça concernera tout le monde bientôt, et il faudra, c'est vrai, que réfléchir à comment gérer le truc, hein, sachant que voilà, c'est comme ça, et les algos vont pas disparaître, hein, c'est peut-être une boîte de Pandore pour l'éducation qui vient de s'ouvrir, parce que l'IA démocratise aussi la triche, et elle la rend extrêmement difficile à détecter. Il y a une voie qui peut être empruntée, c'est celle d'embrasser la technologie de manière naïve et de se dire, allez-y, utilisez les algos de génération de contenu par intelligence artificielle et de mesurer qui s'en tire le mieux. Tu vois, j'ose un petit peu. Le problème, c'est qu'il y a des grosses disparités en fonction des matières. C'est-à-dire, les profs de maths, ils n'auront pas des masses, tu vois, ce sera pas problématique parce que les modèles de langage sont très mauvais en maths, en fait. Alors évidemment, les ordinateurs sont très doués en mathématiques. Ils peuvent faire tous les calculs que vous voulez, ils peuvent faire même des calculs symboliques, ils peuvent faire des dérivés, des intégrales, tout ce que vous voulez, mais ils peuvent pas écrire de démonstration. Ouais, ils peuvent pas découper les étapes de la réflexion. Voilà, et GPT-3, tu lui donnes un truc de mathématiques un peu costaud, il sait pas le faire, en fait. Bon, peut-être que ça viendra, mais bon, c'est pas si probable que ça, parce que les mathématiques, ça demande de comprendre de quoi on parle, alors qu'en général, quand les algos pissent du texte, ils comprennent pas de quoi ils parlent. Ils font juste, ils répètent comme des perroquets, des trucs qui sont cohérents avec leur modèle statistique, c'est tout. Donc, c'est vrai que pour les trucs où il faut plus clairement avoir des, tu vois, ou la physique, par exemple, en physique, c'est peu probable que tu puisses avoir des problèmes. Par contre, dans les environnements littéraires, quand tu fais, pour un environnement littéraire où justement le cœur du truc c'est d'apprendre à produire du texte, ça va être difficile quand le cœur du sujet c'est apprendre à produire du texte. Si tu utilises un logiciel qui le fait à ta place à 80%, qu'est-ce que t'apprends ? Ouais, après, je tords ma réflexion jusqu'au bout, juste pour nourrir notre réflexion commune, Guillaume, mais tu vois, mon analogie était pas complètement sortie de la cuisse de Jupiter. La calculatrice, on aurait pu interpréter dans des proportions tout à fait différentes, hein, mais la calculatrice, on aurait pu dire, non mais à partir du moment où vous utilisez une calculatrice, vous ne savez plus calculer. Bon, il s'avère que c'est un peu plus compliqué que ça. Pas tant que ça, en fait. Hein. Non, mais est-ce que le besoin de calculer... La calculatrice, c'est évident que la calculatrice, ça encourage pas les élèves à être doués en calcul mental. Mais tout sauf tant qu'on n'a pas, et dès qu'on a une multiplication, c'est pas forcément grave en soi, tu vois, de pas être doué en calcul mental. Bon, et donc on fait tout à la calculatrice. Voilà. Le problème, c'est que si tu commences à partir par là avec GPT-3, du coup, c'est pas grave de pas savoir écrire de texte, puisque l'ordinateur, il le fait. Donc, du coup, plus personne sait écrire de texte. Ouais. Tu vois, si on devient aussi mauvais en production de texte qu'on l'est actuellement, grosso modo, en calcul mental, ça peut poser problème. Je sais pas, mais... dites-nous dans les commentaires si vous pensez qu'il y aurait une voie comme ça où on pourrait tellement intégrer ces outils au quotidien que... GPT-3 en littérature, disons, c'est compliqué. Hein. Tu sais, je repense à l'histoire de l'œuvre en peinture qui a eu le premier prix au Colorado, là dont on avait parlé il y a de ça quelques épisodes. Finalement, si jamais tu as des algos qui te génèrent du texte, mais qui nécessitent d'être bien pondérés, qui te demandent d'être bien exploités... Oui, mais c'est exactement le même problème. T'as complètement raison. C'est la même chose. C'est-à-dire, imagine, t'es en école d'art. Et tout le monde utilise Midjourney. Mais plus personne ne sait peindre. C'est tout. Et puis c'est tout. Est-ce que c'est grave ou pas ? Je sais pas. J'aimais pas du jugement de valeur. On saura mieux prompter. Ce que je veux dire, c'est que c'est évident que si tu remplaces le savoir-faire par l'utilisation d'un algorithme, d'une machine, sans toi-même acquérir le savoir-faire, je veux dire, tant pis quoi. C'est pas la même connaissance. C'est pas la même connaissance. Est-ce que c'est grave ou pas ? Je sais pas. Est-ce qu'il faut qu'on sache peindre ? Est-ce qu'il faut qu'on conserve ? Évidemment, certains diront oui, certains diront on s'en fout, je sais pas. Mais
ce qui est clair, si tu veux, c'est que c'est la même chose. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on apprend et pourquoi on l'apprend, et est-ce que c'est grave de ne pas l'apprendre. Mon pari, qui n'engage évidemment que moi, c'est que c'est tellement inéluctable que c'est ce vers quoi on va se diriger, qu'il y a un certain nombre de disciplines qu'on va ne plus maîtriser, et qu'en fait, on s'en sera contenté parce qu'on aura quelque chose qui le fait à notre place. Mieux. Bon, je sais pas si c'est réjouissant, mais en tout cas, c'est ce que j'entreaperçois à très long terme. Je serais mort avant qu'on puisse constater, ou pas d'ailleurs. Ou non, probablement pas. Ou pas, ou pas. Parce qu'à la vitesse à laquelle ça évolue, ça avance très vite, et notamment aussi dans le domaine de l'audio. J'ai écouté, Guillaume, j'étais bluffé, un épisode de podcast assez incroyable, où Joe Rogan interview Steve Jobs. Je suis perdu, je croyais qu'il était mort. Je parle de Steve Jobs. Hein. Oui, effectivement. Joe Rogan, oui, qui a interviewé Steve Jobs sur son podcast. C'est un podcast de 19 minutes, avec des faux rires particulièrement horripilants d'ailleurs. Et un Steve Jobs qui est fan de Joe Rogan, enfin du show de Joe Rogan. Et évidemment, c'est un fake total, puisque le texte est produit par un modèle de langage, et que les voix sont aussi produites par des algos entraînés sur les voix des protagonistes, dont les échantillons ne manquent pas, puisqu'ils ont quand même beaucoup parlé, surtout Rogan d'ailleurs. Donc autant que je puisse en juger, c'est pas mal du tout. Je suis pas ultra familier des voix de Jobs et Rogan, mais une comparaison rapide avec une keynote et une experience de Joe Rogan, ça confirme que c'est plutôt correct. Moi, ça me va. Alors par contre, le contenu, lui, part complètement en live, en fait. J'ai pas fait gaffe à ce qu'il disait. J'ai juste essayé de tendre l'oreille pour savoir est-ce que c'était convaincant ou pas. J'ai pas été... À un moment, il part sur la spiritualité et les deux se perdent en monologue, en fait, sur des thèmes qui leur sont chers. On dirait deux bots qui discutent, quoi. Le bouddhisme, courant. Oui, mais en fait, c'est ça. Oui, c'est parce que c'est exactement ça. Le modèle régurgite tout simplement une sorte de mash-up de tout ce qu'il a lu sur Jobs et de tout ce qu'il a dit. Et donc, bien sûr, il ne singe pas Jobs tel qu'il pourrait être aujourd'hui, mais tel qu'il était avant qu'il soit mort. Il est donc forcément resté bloqué il y a 15 ans, au moins. Donc la discussion, elle va nulle part. Je veux dire, elle ressasse les personnalités des deux protagonistes. En ce sens, d'ailleurs, c'est marrant parce que elle éclaire autant la puissance des algorithmes que leurs limitations, quoi, tu vois. C'est une imitation qui est vraiment super efficace. C'est très fidèle au niveau du son. Le texte, c'est un texte cohérent. Disons, syntaxiquement, grammaticalement, c'est cohérent. Mais par contre, c'est complètement figé quelque part. C'est figé. C'est-à-dire, on ne fait que ressasser des souvenirs. On pourrait pas quand même différencier la restitution du son du contenu. Et finalement, est-ce qu'on pourrait pas faire digérer à l'intelligence artificielle qui génère la voix de Steve Jobs du contenu plus récent sur le métavers, j'en sais rien, sur un truc un peu plus récent, tu vois. Ça pourrait être rigolo. C'est exactement le point, en fait, tout simplement, parce que le podcast contient un disclaimer. Tout a été produit par des IA sur Play.ht. Play.ht, c'est une boîte de Dubaï qui clone des voix. Donc en fait, c'est un objet promotionnel, ce truc. Et c'est aussi, alors c'est aussi le premier épisode, supposément, de toute une série de podcasts du même type, qui s'appelle podcast.ai, tout simplement. Et c'est intéressant, effectivement, parce que c'est assez rigolo. Effectivement, ils vendent des voix, ils vendent la possibilité de faire ce que tu dis, c'est-à-dire d'incarner Steve Jobs et qui parle du métaverse. Alors évidemment, je pourrais aussi mettre sur le tapis les problèmes d'image, parce que tu utilises des voix de personnalité, je suis pratiquement sûr que c'est sans leur accord. Des problèmes de droit, tu veux dire, oui. Des problèmes d'image, oui, des problèmes de droit à l'image, enfin, en quelque sorte. Et bon, évidemment, l'éthique, discutable de faire parler des morts comme ça, au calme, de choses et d'autres, pour faire un coup de pub. Ouais. Mais bon, manifestement, tout le monde s'en fout, donc c'est parfait. Nous, on s'en fout pas, voyons, Guillaume. On est très interpellés par le sujet. Toujours dans cette lignée, et décidément, ce sujet nous surprend de semaine en semaine sur les applications possibles. Pourquoi pas la politique? Allons-y, forcément. Mais oui, au Danemark, qu'est-ce qu'il y a comme spécialité? Il y a l'anguille roulée, c'est pas mal. Il y a le soleg, il y a le sakouk, il y a aussi le smørrebrød. Qu'est-ce que c'est que ou encore le wienerbrød. Et bien sûr le steamroll, bien entendu. Mais au-delà de ça, peut-être il y aura bientôt la politique synthétique. Voilà, parce que le parti synthétique danois vient officiellement de se constituer autour de Lars, le chatbot, leader du mouvement. Donc Lars est actif sur Discord, mais pour des élections, il a encore besoin de sac à viande pour le représenter, donc il y aura quand même des gens. Donc Lars écoute les avis, il est fine-tuné avec les retours qui lui permettent d'évoluer. Et tout ça est parti, c'est le cas de le dire, d'une initiative d'un collectif artistique qui s'appelle Computer Lars, qui a entraîné un chatbot sur les politiques des partis extrêmes danois depuis les années 70. Alors, j'ai aucune idée de l'orientation de Lars.
Je suis allé sur son Discord, mais comme on pouvait s'y attendre, on y parle danois. Merde. J'aurais pu utiliser un traducteur, mais j'ai eu la flemme. Néanmoins, il préconise un revenu de base mensuel de 13 444 €, et pour ça, je suis pour. Voilà, je suis vraiment pour. Vu l'inflation, de toute façon, c'est ce qu'on aura vers 2025. Donc, l'argument du parti synthétique, c'est qu'il est démocratique, et ça, c'est rigolo. Les modèles de langage sont entraînés sur des données publiques, des données de tout le monde. Donc, tout le monde fait un petit peu partie de l'ARS, quelque part. Et nous sommes l'ARS. Et puis l'ARS, au moins, il va pas tremper dans des affaires d'emploi fictifs et il risque pas d'avoir recours à des consultants surpayés. Seul problème, il n'a retenu que 11 signatures sur 20 000 pour l'élection de novembre, et quand je suis allé sur Discord, on était 4. Donc... Ah oui, d'accord, je pensais qu'il y avait plus de monde que ça. D'où l'intérêt de creuser le sujet. D'ailleurs, on en discutait très brièvement dans les commentaires de notre conducteur Guillaume, mais ça, moi, me faisait penser à cette info qui avait été diffusée largement reprise, mais que j'ai toujours eu beaucoup de mal à vérifier, de cette boîte chinoise qui aurait comme CEO, comme Big Boss, une intelligence artificielle. C'est assez marrant parce qu'il y a plein de sources extrêmement crédibles qui tendent vers cette information, notamment des infos qui sont assez sérieuses. Enfin, quand tu vas chez Cision, par exemple, où tu as une veille des communiqués de presse, enfin, vraiment, tu sens que c'est un sujet qui a dû être vérifié. Et pour autant, quand tu vas sur le site de la boîte chinoise, il y a absolument rien qui mentionne ce sujet-là dans le board, par exemple. J'ai l'impression que ce sujet doit être pris avec des grosses pincettes. Du coup. Oui, non, mais comme je t'ai écrit, hein, voilà, je redis ce que j'ai écrit, ça date d'un petit mois, effectivement, ce coup de com. Mais en fait, ils disent que c'est un robot femme qui s'appelle Madame Tong Yu, un truc comme ça. C'est un robot, ça mérite une photo, un robot. S'ils avaient vraiment un robot, ils auraient mis en photo tout ça, le truc. Il y a rien, il y a absolument rien. La seule image, c'est un rendu 3D assez basique. Et en fait, donc c'est NetDragon qui fait ce genre de truc. À mon avis, ils sont dans la hype la plus totale. Ils ont acheté un NFT Bored Ape, tu sais, Bored Ape Club, là. Avec les singes, et donc, ils l'ont posté, voilà. Bon, en gros, je pense qu'ils font vraiment n'importe quoi pour surfer sur la hype. Mais il faut pas trop faire attention. Je pense que tout ça, c'est du vent. Ouais, ne prenez pas ça pour acquis, effectivement. Et puis, bon, tu voudrais conclure sur cette rubrique sur ce sujet. Évidemment, pour l'instant, des IA, des intelligences artificielles sont en bon vieux silicium. Est-ce qu'on pourrait pas aller sur quelque chose d'un peu plus organique, Guillaume ? Mais c'est rigolo. Alors, au début, je pensais que c'était un peu pourri, et puis finalement, c'est assez intéressant. Alors, vous l'avez peut-être vu passer aussi dans la presse généraliste, hein, c'est passé à la BBC, par exemple. C'est un mini-cerveau de laboratoire qui aurait appris à jouer à Pong. Voilà, et c'est comme ça que c'est présenté. Et finalement, c'est pas loin de ça. Enfin, si on parle de réseaux de neurones à longueur d'épisode, c'est justement parce que les fonctions qu'on utilise dans les réseaux de neurones sont calquées sur des modèles un peu simplistes de neurones réels, neurones biologiques, quoi, que vous avez dans la tronche, qu'on relie entre eux dans des grosses structures de données comme ça. Mais bon, force est de constater que le bon goût et la vivacité intellectuelle dont vous faites preuve en écoutant ce podcast raffiné, montrent bien que vos neurones biologiques sont quand même largement plus efficaces que ceux de Google ou de Meta. Donc, d'où l'idée pas neuve en réalité de revenir à la viande, à la bonne vieille viande. Alors, on va pas partir d'un cerveau complet, hein, on va plutôt prendre un embryon de souris, le disséquer, prendre son cerveau, qu'on va dissoudre dans un tube pour récupérer les neurones. Oui, je sais, c'est dégueulasse. C'est très enthousiasmant. N'est-ce pas ? Bon, ensuite, on va mettre ça dans une assiette garnie de mini-électrodes. Voilà, et d'un truc à bouffer aussi pour les neurones, hein, comme ça ils pourront se développer, grossir tranquillement, on met une culture. Donc on va couvrir le tout pour la poussière, et relier tout ça à un ordinateur pour entraîner cette espèce de pâté de cellules à faire un truc. Quoi ? Par exemple, on sait déjà plutôt bien comment faire si on veut créer un réseau de neurones qui joue à Pong, hein, c'est faisable sur un PC même, je pense. Et donc, banco, on va faire ça. On va faire une aire sensorielle, donc c'est-à-dire une zone du plat avec des électrodes, une zone des électrodes qui va correspondre aux informations spatiales qui sont sur l'écran, qu'on va envoyer comme ça dans cette zone-là, de neurones. Puis après, il y aura une zone motrice où les impulsions qui sont données par les neurones, données par la pâtée, vont correspondre au mouvement du paddle. Donc, ok, mais du coup, vous vous dites, cette boîte de whiskas de luxe-là n'a pas d'yeux. Donc, comment on l'entraîne à jouer à Pong ? Alors, le principe repose sur la théorie du principe d'énergie libre, qui dit qu'un machin en tant soit peu malin va avoir tendance à minimiser son énergie libre variationnelle, ce qui est une manière très compliquée de dire qu'un être vivant avec un cerveau aura toujours tendance à vouloir minimiser l'imprévu, à minimiser sa surprise en quelque sorte. La structure du cerveau va évoluer de manière à ce que, en général, tout se passe comme prévu. Voilà. Parce que tout se passe comme prévu, c'est bien, sinon c'est mal. Et donc on cherche à revenir dans sa zone de confort. Donc sur ce principe, les chercheurs ont eu l'idée d'envoyer des stimulations aléatoires au réseau, le réseau en viande, donc ce réseau de neurones, quand il rate la balle, de sorte à le surprendre. Et comme il n'aime pas trop ça, être surpris, il va évoluer pour l'éviter au maximum.
Résultat, le cerveau dans l'assiette finit par jouer à Pong. Alors c'est son nom officiel, le cerveau dans l'assiette, il s'appelle Dishbrain, donc Dishbrain, cerveau dans l'assiette. Et donc Dishbrain joue à Pong, alors Pong en solo en fait, c'est un casse-briques sans briques, c'est une sorte de squash. Il joue assez mal, mais quand même, il est meilleur que le hasard total, donc je suppose qu'on peut considérer ça comme un succès. Alors les chercheurs ont donc créé un réseau de neurones pas artificiel, qu'ils ont réussi à entraîner à faire une tâche abstraite, parce que finalement on pourrait imaginer d'autres choses, des trucs voire plus compliqués. Par contre, les cellules biologiques à laquelle il faut donner du glucose, que vous allez mettre dans votre téléphone pour accélérer les traitements des photos, c'est vraiment pas pour demain, peut-être pour jamais d'ailleurs. Mais dans l'immédiat, c'est quand même assez intéressant de voir comment ces trucs évoluent, et ça pourrait servir de bon test pour étudier le comportement des neurones en général, voire de neurones malades, qu'on pourrait essayer de soigner. Voilà, pour l'instant, c'est ce genre de truc. Mais finalement, c'est plutôt intéressant comme machin. Il me manque une compréhension vraiment dans ce que tu as décrit. C'est parfaitement dégueulasse, allez regarder l'article. Oh, c'est pas repoussant, mais quand on sait ce que c'est pas... Bon, bref. C'est comment tu arrives à le stimuler pour avoir des réactions? C'est ce qui me manque dans ton explication. C'est les électrodes où tu envoies des petites impulsions électriques. D'accord. De toute façon, okay. les neurones, c'est des cellules électriques. Ça envoie des impulsions électriques et qu'on récupère dans la zone motrice. Et la zone sensorielle, on envoie des impulsions électriques aussi. C'est parfaitement flippant. C'est digne d'un roman. Oui, cette matrice d'électrodes, t'as vu cette petite... vraiment, c'est ça, c'est un tapis de fakir, avec une matrice d'électrodes sur lequel poussent des neurones, comme ça, enfin des neurones où les axones poussent. Il n'y a pas forcément de neurones qui poussent, mais c'est les axones qui se développent dessus, qui se connectent ou qui se déconnectent. Et donc sur ce tapis de fakir, t'as des cellules vivantes, comme ça, qui évoluent et qui se nourrissent et qui évoluent, voilà, pour apprendre, si tu veux, à minimiser leur surprise, ce qui donne pour nous jouer à Pong. Je ne sais pas pourquoi ce sujet me donne autant la nausée, en fait. Parce qu'en soi, c'est pas non plus, mais ça me donne la nausée. Bon. J'espère que vous aurez appris quelque chose avec... c'est la saison d'Halloween, alors bon. Ça s'y prête bien. On fera un épisode spécial Halloween où on mettra que ce sujet-là en cadeau. Parfait. Je suis dégoûté, mais quand même, on va mettre ce dégoût de côté parce qu'on va parler de choses plus réjouissantes, quand même, avec une rubrique jeux vidéo, plein de petites choses à vous partager, qui tournent autour d'ailleurs du matériel pour faire tourner nos merveilleux jeux vidéo, à commencer par les cartes graphiques. Guillaume, on a du nouveau sur la nomenclature des cartes graphiques. Il faut qu'on ait des bons noms pour les bons produits. Allons-y. Oui, on va faire une section jeux vidéo très très Nvidia cette fois, parce qu'entre les tests de la 4090 et donc cette fameuse 4092 gigaoctets de la Discord. Donc on l'avait déjà dit, les 4096 et 12 gigaoctets ont beau avoir le même numéro, elles sont très différentes. Donc la 4092 giga, elle est notablement moins puissante à tous les niveaux, mémoire, nombre de cœurs, largeur du bus, ce que vous voulez. Donc Internet n'était pas content. Les retours ont été assez négatifs. Il n'y avait pas que toi qui n'était pas content alors. Ah non, il n'y avait pas que moi. On dirait comme ça qu'il n'y a que moi qui râle. Mais non. Donc au point que Nvidia ne sortira finalement pas ce modèle le 16 novembre comme sa grande sœur, parce qu'elle est, je cite, pas correctement nommée. Alors, dit comme ça, on dirait que c'est une info un peu anecdotique, un changement de nom, sauf qu'il intervient à quelques semaines avant la sortie. Et que donc, ces cartes sont déjà produites et packagées. Et que donc, c'est un cataclysme logistique. Et qu'il y a le nom dessus, quand même. Enfin, pas que sur le carton, quoi. Donc, il y a le nom sur les boîtes de 4080, c'est marqué 4080, donc il faut déjà... Elles sont d'ailleurs d'ores et déjà en train d'être toutes détruites, les boîtes des 4080. Et après, il va falloir changer le nom sur les cartes. Donc, sur les plastiques ou sur les radiateurs. Ils vont mettre un truc collé dessus, non? Je pense pas. Je pense qu'ils vont changer les plastiques ou les radiateurs, donc voilà. Et après, il va falloir flasher tous les BIOS. Parce qu'une carte, ça s'identifie dans l'intérieur, dans le BIOS, et puis en plus, il n'est pas impossible qu'ils changent peut-être 2 ou 3 trucs, on ne sait pas. Donc, ils vont aussi flasher tous les BIOS. Quel bonheur. Donc, ça explique qu'on ne verra pas la carte avant le mois de janvier 2023, au moins. Et d'ailleurs, d'après les sources de Gaming Nexus, il est aussi question d'ajuster le prix. Non, c'est pas sûr, mais c'est une possibilité. Parce que la question évidente, évidemment, c'est comment nommer correctement, du coup, cette 4092 gigaoctets. Si 4070, c'est le choix le plus évident, du coup, ça va rentrer en collision avec le prix prévu qui est de $900. Alors, il faut quand même se souvenir que la RTX 3070 est sortie fin 2020 à $500. Alors, ok, je veux dire, ok, d'accord, inflation, ok, tout ce que vous voulez. Enfin, 80% d'inflation, ça fait lourd, c'est pire qu'Apple, quoi. Donc, pour ajuster le prix, c'est bien ajuster le prix, mais enfin, il ne doit pas y avoir tant de marge que ça, parce que les partenaires, eux, ils ont prévu des cartes à 900. Ils ont déjà acheté les puces, et maintenant, si Nvidia leur dit non, mais il faut vendre à 8 ou 700, ça va être quoi? Ça va être pour leurs pommes. Non, tu vois, ça va être compliqué, quoi.
Donc il est probable que Nvidia prenne en charge une partie de tous ces coûts, hein. Sinon je pense que tout le monde va faire comme EVGA et se barrer et plus jamais travailler avec eux. Par contre, à quelle hauteur ils seront dédommagés, ça, j'en sais rien. Donc écoute, on en reparlera sans doute quand arriveront donc ces 4070 Super ou Super Plus ou Super TI Plus extrême. Voilà, quand les Asus, Zotac et compagnie seront sortis de leur cauchemar, les pauvres. En attendant, on peut parler de la 4080 peut-être. Alors oui, la 4080, allons-y. Oui, la 4090, pardon, la 4090 décidément. Qui donc a été testée en long, en large et en travers, un petit peu tous les médias, les youtubeurs qui ont eu l'œil dans les mains, les chanceux. Alors c'est déjà une carte légendaire, hein, clairement, déjà par sa taille, hein, puisque la Founders Edition, qui est la plus petite incarnation de ce truc-là, ça a presque le volume d'une Xbox Series S, pour vous donner une idée, et en longueur, elle a la taille d'une Series X. Ah oui, quand même, oui. Ah oui, non, c'est un beau bébé. Et au niveau des performances, elle assure, hein, sans ray tracing et encore plus avec. Alors évidemment, ça dépend énormément des jeux, mais en moyenne, sur 25 titres récents sans ray tracing, la 4090 est 32% plus performance en 4K qu'une 3090 Ti. Et ce sont des performances brutes, sans DLSS, sans aucun upscaling. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'en 1080, ça tombe à 12%. Parce qu'en gros, la carte finit le boulot si rapidement que le CPU ne peut plus suivre, et donc au final, c'est lui qui devient limitant. D'ailleurs, on tourne quand même à une moyenne de 152 FPS en 4K et sans upscaling. On profite de la puissance brute. Donc ça indique déjà un truc qui est tout simple, hein, c'est la carte est tellement puissante qu'elle est tout bonnement inutile si t'as pas un écran 4K à 120 Hz minimum, parce qu'elle sera bridée en fait pendant un bon moment. À moins bien sûr de faire de la création 3D. Évidemment, si vous utilisez Blender, si vous faites du rendu 3D ou de la vidéo, là c'est très cool parce que vous aurez 50% au moins de temps rendu en moins, peut-être plus. Donc si on est pro, ça change tout. Donc c'est vraiment pour les pros, c'est vraiment une super carte, je pense qu'il n'y a pas de problème. Après, alors pour les joueurs en ray tracing, par contre, la 4090 elle est 45% plus rapide dans Control, toujours par rapport à la 3090 Ti, hein, et 49% dans Cyberpunk, 68% dans F1 2022, 42% dans Metro Exodus. Donc voilà, les unités de 3ème génération tiennent leur promesse. Alors tout ça, c'est des chiffres que vous retrouvez sur le site de Tech Power Up, hein, si vous voulez. Et la carte est aussi très silencieuse, entre 30 et 32 décibels selon les modèles, et elle tourne autour de 60-70 degrés en charge, donc ce qui est vraiment bon. Et la consommation maximale de la carte, c'est 450 watts, mais en jeu, elle dépasse rarement les 350, ce qui est quand même conséquent, mais enfin bon, ce qui est correct, disons, à ce niveau de performance. Alors, l'efficacité énergétique de la carte, elle est excellente, hein. Elle est quand même 28% meilleure qu'une RX 6600 et 35% meilleure qu'une 3070. Et elle est aussi très très au-dessus de la 3090, mais qui est notablement inefficace. Hein. La 3090 était notablement inefficace au niveau énergétique, et donc elle est presque 2 fois mieux. Alors justement, il y a un détail très intéressant qui a été remarqué par Der Bauer, qui est un youtubeur allemand que je vous recommande si le matos PC c'est votre truc. C'est lui qui avait passé les processeurs au microscope, tout ça, enfin il est très très bon. Bref, il a mesuré l'efficacité énergétique de la 4090. Donc on imagine, à la base, on imagine que plus on monte la fréquence, plus la consommation monte, et plus on a de FPS, plus on a de performance. C'est vrai, mais c'est pas proportionnel. Outre les limites du refroidissement, évidemment, à un moment, chaque carte a une bonne zone, une zone où elle est plus efficace, et passé cette zone, le retour sur investissement va décroître. Donc, Der Bauer, ce qu'il a fait, c'est qu'il a bridé la carte à différentes fréquences, et il a mesuré la consommation. Donc il a même un appareil externe pour mesurer la consommation, je pense que c'est assez fiable. Et ensuite, il a regardé le nombre de FPS dans un benchmark un peu lourd, comme ça. Et le graphique montre quelque chose de vraiment frappant. Entre 30 et 70% de la consommation nominale, le nombre de FPS monte vite en corrélation avec la consommation. Par contre, à partir de 80% de conso nominale, le nombre de FPS n'augmente quasiment plus. La carte sort de sa zone d'efficacité, et en fait, le pic d'efficacité de la carte, c'est 225 watts. Selon Der Bauer, si la carte consommait un tiers de moins, elle n'afficherait au pire que 10% d'images en moins, sur un benchmark synthétique. Et il a fait une test sur PUBG où la baisse de performance n'était que de 5%. Or la carte, elle est déjà extrêmement rapide. Elle est à 120 FPS en 4K dans Red Dead Redemption 2. Elle explose tout. Donc même s'il était 5% moins rapide, personne ne s'en serait plaint. Peut-être que personne ne l'aurait noté. Par contre, avoir une carte qui consomme un tiers de moins, ça fait une belle différence. Si la 4090 était une carte de 300 watts au lieu de 450, et qu'elle tourne de routine d'ailleurs autour des 250 watts, du coup, elle aurait été beaucoup moins grosse. Elle ne ferait que 2 slots. Elle coûterait moins cher à produire. Il n'y aurait pas besoin de connectique exotique. Un tiers de puissance consommée en plus pour moins de 10% de perf,
En plus, les ingénieurs de Nvidia ne peuvent pas ignorer ça. Donc pourquoi la 4090 est sortie dans cet état-là, ça reste un mystère. Et au passage, d'ailleurs, Tulkas, donc un auditeur fidèle, dans un commentaire, a dit être sceptique sur la rumeur que j'évoquais dans l'épisode Week-end, qui disait que Nvidia prévoyait du 600 watts sur du Samsung et que tout le monde a été prévenu au dernier moment. Alors, il n'a pas tort, c'est une rumeur, c'est peut-être entièrement faux, je sais pas. Par contre, il dit aussi qu'il pense que les cartes sont prévues pour être massivement overclockées. Et ça me paraît du coup être une mauvaise idée. Parce que la carte, elle est déjà au-delà de sa zone d'efficacité maximale. Donc l'overclocker, c'est sans doute possible, mais les retours seront très faibles, très peu rentables en tout cas. Passer de 450... de performance hyper limitée, parce que déjà la performance au max est déjà limitée. À mon avis, tu passes de 450 à 600 watts, tu vas pas... Alors, tu consommes un tiers en plus, mais tu vas certainement pas avoir un tiers de performance en plus. En fait, je serais pas surpris qu'on soit en dessous de 10%, voire de 5% de performance en plus. Et ça, les ingénieurs doivent bien le savoir. Donc prévoir une carte pour l'overclocking dans ces conditions, ça me paraît bizarre. Après, je peux me tromper, et puis de toute façon, les gens overclockeront sans doute quand même, on verra bien, mais voilà, c'est vraiment très étrange. En tout cas, bon voilà, c'est une carte de légende. Bon, alors évidemment, elle est très chère, mais ça, voilà, elle est aussi extrêmement puissante. Finalement, elle est quand même à réserver à une niche de joueurs ou aux créatifs professionnels. C'est vraiment ça, quoi. Qui a largement les moyens, veut pas trop se poser de questions, il peut se l'imposer. Ok. Et puis évidemment, il faut qu'on parle un petit peu du DLSS 3. Vous savez, c'est ce procédé, on va dire, d'amélioration de l'image de manière, en tout cas pas matérielle, ou des performances d'ailleurs. Et ça a fait l'objet d'une analyse que tu voulais nous détailler un petit peu, Guillaume. Oui, voilà. Donc là, j'ai longuement parlé de la 4090 et pourtant, j'ai rien dit sur DLSS 3. C'est que DLSS 3, qui est donc exclusif au RTX 4000, c'est quand même un animal intéressant en lui-même. En fait, il a lui-même été testé indépendamment en profondeur par Digital Foundry, par Hardware Unboxed, par plein de gens, j'imagine. Donc, ce qui suit, quand je parle de DLSS 3, d'ailleurs, je sous-entends l'interpolation d'images du DLSS 3, pas l'upscaling qui donc fait partie de DLSS 2. Et donc, c'est une fonction, d'ailleurs, qui est indépendante et débrayable. Alors déjà, on peut résumer, par dire que ça marche plutôt bien, tout simplement. Les images recréées sont la plupart du temps de bonne qualité, et souvent on n'y voit que du feu. Et la sensation de fluidité est effectivement améliorée, visuellement en tout cas. Par contre, il y a quand même des détails à savoir, et c'est assez intéressant, parce que, si tu veux, DLSS2 et FSR, et XESS, c'est des algorithmes spatiaux. C'est-à-dire qu'ils opèrent dans l'espace, ils augmentent la taille de l'image. Et donc les problèmes qu'on rencontre sur des algorithmes spatiaux sont pas les mêmes que sur des algorithmes temporels, comme le DLSS 3. Par exemple, avec un FSR, avec le DLSS 2, les erreurs se voient d'autant plus qu'elles sont grosses à l'écran, c'est assez logique. Mais DLSS 3, lui, il peut faire des grosses erreurs à l'écran, qui passent totalement inaperçues, qui sont totalement invisibles, parce qu'elles sont dans un coin de l'écran et qu'elles passent très vite à 1/100 de seconde, tu les vois plus, ok. Donc, le truc, c'est qu'il fait aussi des erreurs DLSS 3. Mais même si elles sont de petite taille, elles peuvent se voir si elles se répètent dans le temps, si elles forment un motif dans le temps, si elles sont périodiques. Et là, elles sont bien visibles. Par exemple, quand un personnage court, les mouvements sont toujours les mêmes. Les mouvements des bras sont toujours les mêmes pendant la course. Donc, s'il y a une erreur, cette erreur va se répéter et donc créer un sentiment, un flou, un flou bizarre ou une espèce d'impression de pixelisation autour des contours, ce genre de truc. Ou avec une route pour une voiture, par exemple, j'imagine, sur des choses un peu répétitives. Éventuellement, sur des trucs répétitifs, s'il y a des erreurs qui se passent, elles peuvent se voir, en fait. Donc il y a des soucis plus académiques aussi, où l'algo ne peut pas anticiper des flashs périodiques rapides et qui finit finalement par assombrir la zone. Il y a encore des soucis avec l'interface, des fois. Peut-être que ça, c'est juste parce que DLSS, c'est la première version, DLSS 3 de DLSS 3. Donc, en fait, c'est marrant parce que c'est un nouvel algo qui amène aussi une nouvelle classe d'artefacts visuels, quelque part. Donc ça, c'est quand même assez marrant. Mais globalement, ça marche bien, et d'autant mieux, on s'en doute, que l'écart entre deux images est faible. Donc le nombre d'images par seconde est à la base déjà élevé. Et c'est une question importante. Moi, par exemple, qui suis un gamer plus budget, j'ai un jeu qui tourne à 30 FPS, voire à 20 FPS, ça aurait été absolument génial pour moi de le passer à 60 ou à 40. Ça changerait tout. Mais patatras, le premier enseignement des tests, c'est que le DLSS 3 marche mal en dessous de 60 FPS, et même idéalement, il faut plus de 90 FPS pour que ce soit quasi imperceptible. Donc c'est officiel. Moi, j'ai un écran 60 Hz. Comme beaucoup de monde, j'imagine, j'ai un écran normal 60 Hz. Donc DLSS 3, je m'en bats le steak. Si ma carte, elle est déjà capable d'envoyer du 60 FPS, c'est-à-dire la vitesse de mon écran, je suis content, au revoir, je m'en fous. Donc, en gros, DLSS 3, c'est prévu que pour des jeux à 120 ou 240 FPS, en fait. Ce qui concerne quand même pas tout le monde, on va dire.
Et deux autres questions se posent, parce que la première est celle donc, du reste de la gamme RTX 4000, parce que on parle de la 4090, qui fait tout tourner à 100 FPS, elle s'en fout, elle est tellement puissante qu'elle s'en fout. Ok, mais la 4060, ou la 4050, les cartes qui ont 50 dans le nom, en général, c'est pas habitué à des 120 FPS, hein, c'est plutôt 30-40, tu vois, c'est quand tout va bien. Donc en quoi le DLSS 3 pourrait aider ces cartes-là, pour l'instant, c'est franchement pas clair. La deuxième question, évidemment, c'est celle de la latence. Parce que là, il y a quand même un truc contre-intuitif. Et d'ailleurs, Hardware Unboxed le montre bien dans sa vidéo. Hein. Normalement, quand le nombre d'images par seconde augmente, la latence diminue, parce que le jeu est plus réactif. Ça paraît logique. Quand on active le DLSS 2, d'ailleurs, Cyberpunk passe de 42 à 72 FPS et la latence passe de 63 à 47 millisecondes. Bon. Quand on active le DLSS 3, ce même Cyberpunk passe de 72 à 112 FPS, mais la latence passe de 47 à 62 millisecondes. Et c'est la même chose dans F1 2022. Et de manière donc totalement contre-intuitive, hein, le jeu est plus fluide visuellement, mais il est moins réactif. Et c'est assez logique, parce que les images rajoutées sont inventées par le GPU tout seul. C'est pas le processeur qui les envoie, et donc ces images ne correspondent pas à la mise à jour de l'état du jeu. C'est une supposition, si tu veux. Donc ça veut dire qu'un jeu à 120 FPS, en fait, à 120 Hz, pas 120 FPS ou à 120 Hz, pas 100 FPS, bref, donc un jeu à 120 Hz pourrait avoir le feeling d'un jeu à 60 Hz. Parce que tout simplement, le processeur, en fait, il tourne à 60 Hz. Enfin, je veux dire, il fait comme si le jeu tournait à 60 Hz. Donc, ce genre de truc, si tu veux, c'est pas forcément souhaitable pour tous les types de jeux. Il y a des types de jeux où ça s'en foutra complètement, j'imagine, il y en a plein. Mais bon, faut quand même avoir ça en tête. Après, bon, DLSS 3 va dans le sens de l'histoire, en quelque sorte. Hein, puisqu'après le passage au 1440p et à la 4K, le DLSS 2 est arrivé et permet de profiter à moindre coût des grandes résolutions d'écran sans tuer les cartes graphiques, quoi. Et maintenant, il y a aussi les écrans 120 ou 240 Hz qui commencent à se démocratiser. Et DLSS 3, finalement, il est là aussi pour pouvoir faire profiter de ces très hautes fréquences à moindre coût. Là encore, tu peux passer à 240 Hz sans complètement flinguer ta carte graphique. Donc, finalement, c'est logique, hein, ça va dans ce sens-là. Mais c'est pas magique non plus. Il y a quand même des trucs à garder en tête, quoi. Donc, il faut noter... Je suis toujours bluffé, excuse-moi, quand on parle de ces latences et de me dire qu'il y a certains joueurs et certains jeux qui peuvent être impactés par ça. Moi, ça me fascine. Est-ce que c'est ce qu'on voit, par exemple, sur la vidéo que tu as mis dans les liens de Hardware Unboxed, par exemple, du cockpit de l'avion, je pense, où on voit la caméra qui monte et qui descend. Cette espèce de petit effet, effectivement, comme s'il y avait, du coup, plus d'images, forcément. Hein, ça, c'est par définition le principe du truc. Mais où, du coup, il y a une espèce de lenteur qui se rajoute à la fin du mouvement. C'est ça que tu voulais dire par la latence? Okay. Je sais pas si la latence est perceptible sur une vidéo YouTube qui de toute façon est au maximum à 60 Hz. Il y a des ralentis en fait, donc c'est difficile de dire que c'est une latence. Mais... Oui, voilà, peut-être que si c'est ralenti, peut-être que c'est perceptible, mais effectivement, c'est toujours un peu difficile sur une vidéo. Okay. C'est une question de feeling, quoi, vraiment. Okay. Hein. Après, tout ce que je dis, DLSS 3, donc voilà, pour l'instant c'est ça, donc en fait c'est bien, mais bon, il faut quand même avoir à l'esprit les limitations de ce truc-là qui est dans sa première version, donc ça va sans aucun doute s'améliorer, et peut-être un jour, hein, je sais pas, avec une version 3.4, peut-être je pourrais, moi aussi, joueur modeste et prolétarien, passer de 30 à 60 FPS avec ma petite 4050 future, je sais pas, tu vois, en tout cas, je l'espère. C'est pas encore le cas en tout cas. Écoute, merci beaucoup, c'était hyper intéressant. J'ai vraiment eu le sentiment là de même mieux comprendre tous ces éléments autour du DLSS et en particulier du DLSS 3 et à qui ça s'appliquait. Je pense que ce sera le cas aussi des auditeurs. Merci beaucoup Guillaume pour la préparation de cet épisode et puis tes explications toujours limpides. On rappelle évidemment à nos auditeurs que s'ils partagent ce sentiment, s'ils ont eu eux aussi l'impression d'apprendre des choses et surtout passer un bon moment, on ne peut que vous inviter à aller faire un tour sur patreon.com/techcafé et prendre connaissance de la plateforme de financement participatif qui est associée à ce podcast et puis surtout de les inviter à interagir avec nous. Tu l'as cité, hein, il est toujours possible de déposer un commentaire sur le site techcafé.fr dans les articles qui accompagnent les parutions des épisodes. À chaque fois, je fais cette coquille dans les articles qui accompagnent l'apparition des épisodes sur le site web, mais aussi sur Discord, et puis surtout vous pouvez nous joindre à titre individuel. Exemple, c'est très facile Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet?
Probablement à la caisse d'épargne là, parce que tout augmente tellement que il va falloir que j'augmente mon plafond de découvert. Il va falloir que tu fasses quelque chose. Merci beaucoup Guillaume, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr ou sur Twitter. Et puis bien entendu, dans tous les épisodes comme Guillaume Poggiaspala de Tech Café, et notamment dans quelques jours, dans l'épisode supplément qui arrive en chaque début de week-end. Et chaque semaine. Merci beaucoup pour votre fidélité. On se dit donc rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.